directeur de recherche au CNRS, je travaille au laboratoire de chimie bactérienne à l'Institut de microbiologie de la Méditerranée à Marseille. Et aujourd'hui, nous allons effectuer une plongée dans la microbiologie des sols. Alors, quand on dit les bactéries, de quoi parle-t-on? On parle des organismes qui sont les plus aptes à coloniser l'intégralité des écosystèmes terrestres. Ça peut être le ciel, ça peut être les océans, ça peut être le sol, mais ça peut être aussi les animaux, les végétaux et des niches extrêmes comme par exemple les profondeurs sous-marines près des fumeurs noirs. Et cette capacité incroyable qu'ont les bactéries à coloniser leurs écosystèmes fait qu'elles se sont diversifiées dans un très très grand nombre d'espèces. Et justement, quand on parle du nombre d'espèces bactériennes, de quoi parle-t-on? Est-on capable de l'estimer? Certains disent, par exemple, de façon très conservative, de l'ordre d'1 million. D'autres projections beaucoup plus ambitieuses atteignent des valeurs jusqu'à 10 puissance 12. Vous voyez en fait 6 ordres de grandeur entre 10 puissance 6 et 10 puissance 12 qui vous dit à quel point on n'est pas capable de quantifier la biodiversité microbienne, et on appelle ça, qu'on appelle d'ailleurs la matière noire du vivant. En tout cas, dans les laboratoires, on est capable de cultiver quelques milliers d'espèces, et quand il s'agit de faire la biologie moléculaire dans les bactéries, alors ce nombre descend à quelques dizaines d'espèces, ce qui vous dit à quel point on ne touche pas encore la biodiversité microbienne du point de vue de la recherche. Aujourd'hui, je vais vous parler de la biodiversité microbienne dans les sols. Et donc là, ici, on va zoomer sur une plante, ce qu'on pourrait être une simple plante. Mais lorsque l'on plonge au niveau des racines de cette plante, alors on découvre une biodiversité spectaculaire composée de bactéries, de virus, de champignons, de protistes, de nématodes. L'ensemble en fait de ces espèces coopèrent pour construire des écosystèmes stables. Et l'importance de ces écosystèmes est particulièrement d'actualité avec la crise climatique et l'émission de gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone, vous le savez, est fixé par les plantes, mais il peut être également fixé directement par les bactéries du sol. De plus, les exudats racinaires produits lors de la photosynthèse sont métabolisés par les bactéries du sol qui peuvent à ce moment-là à nouveau émettre du CO2 elles-mêmes. Ces bactéries, parce qu'elles meurent, parce qu'elles produisent des polymères, créent ce qu'on appelle une nécromasse, qui est un réservoir de carbone, qui est dormant dans les sols. Et ce réservoir de carbone est mobilisable. Par exemple, dans le cas de la fonte du pergélisol, anticipée à cause du réchauffement climatique, il y a une crainte que cette nécromasse devienne mobilisable et participe à l'émission de gaz à effet de serre. Alors comment explorons-nous ces sols? On effectue des prélèvements sous la forme de carottes structurer les sols, et à partir de ces carottes structurées, on en extrait les micro-organismes qu'on va ensuite identifier par des approches dites omiques. Et là, je fais une parenthèse méthodologique pour expliquer la métagénomique. La métagénomique, c'est l'identification des espèces dans un spécimen environnemental par séquençage de son ADN. Par exemple, vous avez ici un échantillon qui contient une bactérie A, connue, une bactérie B, connue, et une bactérie C, inconnue. À partir de cet échantillon, si l'on en extrait l'ADN et on le séquence globalement, on obtiendra des séquences de la bactérie A, de la bactérie B et de la bactérie C. La séquence de la bactérie A peut être alignée à un génome connu de la bactérie A, ainsi que la bactérie B. En revanche, la bactérie C ne s'aligne sur aucun génome connu, ce qui nous permet de déterminer que cet échantillon contient 2 bactéries AB connues et une bactérie C inconnue. Donc typiquement, lorsqu'on explore la biodiversité d'un sol, on détermine sa composition en micro-organismes de cette manière. Et cette métagénomique peut être déclinée en différentes approches dites méta, qui sont métagénomiques pour déterminer le contenu en ADN d'un sol, métatranscriptomiques pour déterminer l'expression génétique dans un sol et détecter les ARN qui correspondent à cette expression, métaprotéomiques pour déterminer la synthèse de protéines dans les sols, et même métabolomique pour déterminer les métabolismes qui ont lieu dans les sols. Et là, je vais vous donner un petit exemple de comment on peut combiner ces approches pour, par exemple, étudier le devenir du pergélisol. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, ce sont des chercheurs qui ont fait des prélèvements
dans le pergélisol, dans les 3 couches du pergélisol, la couche profonde gelée, la couche fondante qui est en cours de réchauffement et ce qu'on appelle la couche active à la surface. Et il montre ici, et ça c'est un simple graphe, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce graphe, mais ce que vous voyez sur ce graphe, c'est que les Euryarchaeotoa, qui sont des bactéries méthanogènes, deviennent actives dans la couche fondante. Et ça on le voit parce que vous voyez sur ce graphe que le transcriptome, les transcrits de ces bactéries sont détectables dans cette couche fondante, alors qu'elles ne sont pas détectables dans la couche profonde. Mais elles sont présentes dans la couche profonde parce que vous pouvez détecter ces bactéries par métagénomique dans la couche profonde. Et on peut même pousser un peu plus loin en combinant cette approche avec une métaprotéomique qui montre que dans ces sols, on détecte les enzymes de la biosynthèse du méthane, montrant que les voies de synthèse du méthane sont effectivement activées chez ces bactéries, ce qui a poussé les auteurs, par exemple, à proposer que la fonte du pergélisol s'accompagnerait d'émissions de méthane et donc participerait un peu plus à l'émission de gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un prédateur bactérien que l'on trouve dans les sols. Il s'agit d'un mésoprédateur, c'est-à-dire qu'il se nourrit de proies, des bactéries, des champignons, mais il est lui-même la proie de métaprédateurs, par exemple des nématodes et des protistes. Dans les écosystèmes, les équilibres prédateurs-proies sont centraux aux équilibres. Et cette espèce dont je vais vous parler a été déterminée en anglais en termes de keystone, c'est-à-dire qu'elle est fondamentale à l'équilibre des écosystèmes soliaires. Et je vais vous montrer un exemple. Par exemple, ici, ce que vous voyez, c'est un plant de concombre qui est sensible à un champignon de type Fusarium et qui devient résistant à ce champignon en présence de la myxobactérie prédatrice. On pourrait imaginer que la raison en est que la myxobactérie prédatrice dévore le champignon. Il s'agit beaucoup plus probablement d'une interaction indirecte due à la restructuration complète de l'écosystème du plant de concombre en présence de la myxobactérie prédatrice. Comment est-ce qu'on peut établir cet état de fait? Je fais une parenthèse méthodologique pour vous expliquer comment on étudie la structure des écosystèmes microbiens dans les sols ou même d'ailleurs dans les océans par une analyse qu'on appelle les réseaux de co-occurrence. C'est assez simple. Si je me rends sur un site écologique A et que j'y fais un prélèvement et que j'y trouve une bactérie A, une bactérie B, jamais une bactérie E et d'autres bactéries G, P, U. Je me rends sur un site indépendant B et j'y fais à nouveau un prélèvement et là je retrouve à nouveau A, à nouveau B, jamais E et ensuite une flore variable X, Y, Z. Je vais pouvoir en fait dire que je retrouve toujours A avec B, mais que E n'est jamais retrouvé si A et B sont présents. Et donc je vais pouvoir créer ce qu'on appelle un réseau d'interaction positive, c'est-à-dire A et B sont retrouvés toujours ensemble, donc je trace une interaction positive, et d'interaction négative, E n'est jamais retrouvé en présence de A et B, et donc je vais pouvoir représenter cette interaction négative. Donc si on prend par exemple des prélèvements sous le plant de concombre et qu'on fait cet exercice-là, on obtient le réseau d'interaction que vous voyez ici, qui est une sphère d'interaction dense. Vous avez la forme de ce réseau sans la myxobactérie et avec la myxobactérie. Et vous voyez qu'en présence de la myxobactérie, il y a un réseau très dense d'interactions complexes au niveau de la myxobactérie qui vous montre que cette bactérie change radicalement la structure de cet écosystème. Il est donc probable que cette bactérie protège le champignon par des effets complexes dus à ces interactions et non pas par une interaction directe avec le champignon Fusarium. À ce stade, je vous ai présenté des approches globales qui permettent de décrire la composition microbienne des sols, de quantifier leur niveau d'activité et même d'établir leurs potentielles interactions. Cependant, on ne peut pas aller beaucoup plus loin en termes mécanistiques et on reste quand même sur des observations qui sont essentiellement corrélatives. Alors comment décrypter les mécanismes, par exemple, qui permettent à un prédateur de détecter et de tuer sa proie? On est obligé à ce moment-là de développer des systèmes de laboratoire dans des systèmes extrêmement réductionnistes
Et dans ce cas-là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire sur cette bactérie prédatrice, et en particulier un genre de cette bactérie prédatrice qui s'appelle Myxococcus xanthus. Vous voyez ici, par exemple, une boîte de pétri dans laquelle nous avons inoculé une colonie de Myxococcus xanthus, le prédateur, en présence d'une colonie de proie. Ici, la bactérie modèle Escherichia coli. Et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement filmer le processus de prédation sur cette bactérie proie au cours du temps. L'ensemble du processus que vous allez voir se dérouler sous vos yeux prend en temps réel une 60aine d'heures. On voit qu'à partir de son site d'inoculation, Myxococcus se propage parce qu'elle a la capacité à se déplacer collectivement sur les surfaces, et cette propagation l'amène au contact de la colonie de la proie, ce qui lui permet de déclencher un processus d'invasion au cours duquel elle tue sa proie, s'en nourrit et se réplique activement sur le site de sa proie. On observe ensuite une transition assez fascinante où ces bactéries s'organisent en densité et forment des vagues périodiques qui se disséminent sur l'intégralité de la surface de la proie. Suite à la formation des vagues dans les zones déplétées en nutriments, la bactérie prédatrice rentre dans une phase développementale terminale qui est la formation d'agrégats sphériques au sein desquels elle se différencie en spores dormantes, lui permettant de persister dans l'attente que se présente une nouvelle proie et d'initier à nouveau un cycle complet de prédation tel que vous venez de le voir. Alors, comment étudier ce cycle intégral de prédation? D'abord, il nous a fallu résoudre un problème d'échelle. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple l'ensemble du processus que je vous ai décrit et sa dimension, ce processus se déroule sur une surface approximativement 25 cm². Mais si vous regardez une seule bactérie que je vous représente ici, la dimension d'une seule bactérie, c'est 5 microns, et si vous regardez un complexe protéique à l'intérieur de cette bactérie, c'est de l'ordre de 250 microns. Donc comment relier les échelles, c'est-à-dire une bactérie, à l'intégrale de la collectivité que je vous ai montré là? Au laboratoire, on a élaboré ce qu'on appelle un télescope bactérien, où on capture 3200 images réparties sur une grille de 80 par 40, résolues à l'échelle submicrométrique, qu'on rassemble en une seule image géante qui nous permet de capturer à la fois les bactéries individuelles et l'intégralité de la collectivité. Qu'est-ce que ça donne en termes d'image? Je vous présente ici une image sur cet écran où la bactérie prédatrice a été marquée avec une fluorescence rouge, donc vous la voyez ici en rouge, et la proie n'est pas marquée en fluorescence, donc c'est cette masse noire, mais vous voyez bien la bactérie prédatrice qui est en train d'envahir cette masse noire. Cette image, qui vous montre la collectivité telle que je vous l'ai montré précédemment, vous pouvez plonger dedans comme vous le feriez par exemple avec Google Earth, et vous pouvez résoudre spatialement n'importe quelle région de cette image et atteindre des échelles de la bactérie individuelle, et par exemple, comme dans cette image finale que vous voyez là, étudier un type cellulaire donné qui exprime un complexe protéique donné, ici par exemple ce complexe marqué en rouge. Alors, parlons de l'invasion. Comment ça marche? On peut donc, en utilisant ce dispositif, filmer l'invasion, par exemple sur ce film dont la durée réelle est de 5 heures. Et on constate que des bactéries individuelles pénètrent la proie, et la pénétrant crée des corridors à l'intérieur de la colonie de la proie qui permettent l'entrée de groupes beaucoup plus larges, et ces groupes beaucoup plus larges désintègrent intégralement les cellules de la proie et s'en nourrissent. Par quel mécanisme le prédateur tue-t-il sa proie? Nous avons pu observer au laboratoire que les cellules prédatrices tuent les cellules proies par contact. Ces bactéries prédatrices se déplacent, s'arrêtent au contact de la proie, et elles assemblent alors une seringue moléculaire qui est un appareil assemblé dans l'enveloppe du prédateur qui polymérise une fibre qui traverse l'enveloppe de la proie et la fait exploser au bout de 5 minutes. On peut voir ce mécanisme en temps réel. Par exemple, ici, c'est une approche classique au laboratoire où une protéine de la seringue a été fusionnée à une protéine fluorescente qu'on appelle la green fluorescent protéine qui nous permet de visualiser par fluorescence la localisation de ce complexe. Donc, on peut voir ce mécanisme en action sur le film que je vous présente là, où vous voyez deux cellules de Myxococcus xanthus qui enserrent une bactérie proie. Il faut focaliser son attention sur la cellule du dessus. Lorsque je démarre, vous voyez que la fluorescence initialement diffuse se focalise en un seul foyer immédiatement au contact de la proie, et ce qui est suivi par l'explosion de la proie que l'on peut constater par la perte de contraste ou de densité cellulaire associée à la cellule proie.
Suite à la découverte de ce complexe, on peut, grâce à la phylogénie moléculaire, c'est-à-dire la recherche d'homologues des gènes codant ces protéines dans les génomes, déterminer où ce complexe peut être également retrouvé pour s'apercevoir que ces complexes-là semblent spécifiques des bactéries prédatrices. Et vous voyez sur cet arbre phylogénétique que ce complexe est retrouvé chez les bradymonadales et chez les délovibryonales, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui s'avèrent être également des prédateurs bactériens. Donc, véritablement, l'acquisition de ce type de seringue moléculaire semble avoir été essentielle dans l'évolution des prédateurs bactériens. Alors maintenant, comment Myxococcus est-il capable de reconnaître sa proie? Maintenant, je vais vous montrer une expérience qui montre sa capacité à reconnaître sa proie. Ici, ce que vous voyez, c'est Myxococcus qui a été marqué en fluorescence verte, encore la green fluorescent protein. Ici, c'est la proie qui a été marquée avec une fluorescence rouge. Et vous voyez qu'en fait, la proie n'a poussé que sous la forme d'un cercle creux en son centre, donc les densités sont uniquement retrouvées à la périphérie du cercle. On voit en fait sur ces séries d'images que le prédateur se dirige vers la proie et accumule des densités très fortes uniquement au site où il rencontre la proie, et ce de façon à coloniser intégralement le cercle formé par la proie et former à la fin de cette expérience, comme je l'avais montré dans le premier film, ces fameuses vagues de rippling. Il existe des mutants génétiques qui ne sont plus capables de détecter la proie. Ces mutants, je vais les appeler FRZ ou Freeze, mais ce que vous voyez sur cette image-là, c'est que les densités que je vous ai présentées dans l'exemple précédent ne sont plus formées par ce mutant FRZ, tout simplement parce que le mutant FRZ est aveugle à la proie. Et d'ailleurs, on peut faire une expérience assez intéressante qui est de mélanger ce qu'on appelle une souche sauvage, c'est-à-dire celle qui est capable de détecter la proie, et le mutant FRZ, par exemple dans une proportion de 10 mutants pour un sauvage, pour vous montrer à quel point voir la proie est un avantage sélectif, puisqu'à la fin, vous voyez dans cette expérience que le sauvage a complètement exclu le mutant de la proie par sa capacité à la détecter. Donc la détection de la proie est essentielle à cette bactérie pour coloniser et dévorer ses proies. Alors, comment fonctionne cette détection des proies? Je vous montre ici une cellule individuelle qui se déplace de la gauche vers la droite et qui effectue un changement de direction pour revenir à sa position initiale. Lors de ce processus, vous constatez que le pôle cellulaire qui était initialement à l'avant a été converti en pôle arrière et le pôle arrière a été converti en pôle avant. C'est un mécanisme qui requiert un changement de polarité qu'on peut expliquer à l'échelle moléculaire. À l'échelle moléculaire, la polarité de cette cellule, c'est-à-dire ce qui détermine le pôle avant de la cellule et le pôle arrière, est essentiellement dicté par le jeu de 3 protéines. À l'avant, cette protéine que j'appellerai la protéine A est un activateur central du mouvement au pôle de la cellule et sa localisation dépend de cette protéine bleue qui colocalise. Cette protéine A ne peut pas localiser à l'arrière des cellules parce qu'à l'arrière des cellules, la protéine B est son antagoniste et bloque son accession au pôle arrière. Lorsque les cellules changent de direction, ces 3 protéines changent de direction en même temps, ce qui permet à la cellule de partir dans l'autre direction. Que sont ces protéines au niveau moléculaire? La protéine A est une protéine de la superfamille des protéines RAS. Ce sont des interrupteurs moléculaires qui sont actifs lorsqu'ils sont couplés au GTP et inactifs lorsqu'ils sont couplés au GDP. La protéine bleue, que j'appelle ici ROM, est en fait une protéine qui charge cette protéine en GTP au pôle avant de la cellule et l'active. Et on comprend bien le mécanisme qui permet à la protéine rouge, que j'ai appelée la protéine B, de bloquer son accès au pôle arrière, parce que cette protéine est une protéine qui active l'hydrolyse du GTP en GDP, et donc spatialement inactive cette protéine au pôle arrière. On peut mettre en évidence ce type de régulation par des expériences que je vous montre ici, où je localise ces protéines de la même manière que je l'ai fait avec la protéine de la seringue, en les fusionnant à la green fluorescent protein, et vous voyez que la protéine A qui accumule au pôle avant de la cellule change de pôle lorsque la cellule change de direction, et à l'inverse, la protéine B qui accumule au pôle arrière change de pôle lorsque la cellule change de direction. C'est grâce à des expériences de ce type-là qu'on a pu établir ces réseaux de régulation. Mais par rapport à la détection de la proie, il est essentiel de comprendre que les changements de polarité de ces protéines n'ont pas lieu de façon aléatoire, ils sont provoqués par des systèmes senseurs, en l'occurrence ici un récepteur qui
active ce qu'on appelle une kinase qui, elle, transfère un groupement phosphoryle à un régulateur de réponse. Et c'est ce régulateur de réponse dont l'action est nécessaire pour inverser la localisation des protéines en aval. Il s'avère que le récepteur sent les proies ou sent les densités cellulaires. Alors, vous l'avez vu dans les films précédents, ces bactéries sont capables de se déplacer par centaines, voire par milliers, dans des groupes coordonnés. Et comment ce système de navigation permet des mouvements si ordonnés? Cette question rejoint finalement des questions qu'on a en biologie animale, où on cherche à comprendre par exemple le mouvement de centaines de moutons qui passent à travers une clôture, guidés par quelques chiens bergers. Et donc ici, ce qu'on peut faire pour étudier ces mécanismes, c'est de faire des simulations. Vous voyez à gauche le phénomène de vagues formées par ces bactéries, donc ces mouvements périodiques caractéristiques, et ici une simulation où on essaye de récapituler ce mouvement en conférant à des particules les propriétés de ces bactéries. Et vous voyez qu'on est capable d'obtenir des simulations qui ressemblent très proches de ce qu'on voit dans votre film. Alors comment fait-on pour obtenir de telles simulations? Sans rentrer dans les détails techniques, il s'agit de construire des automates cellulaires où chaque particule, ici un segment dont l'allure correspond à une cellule bactérienne, est équipé d'un système FRZ dont les propriétés ont été écrites sous la forme d'équations mathématiques qui capturent l'essentiel des propriétés biochimiques de ce système. Pour faire très simple, ces particules se déplacent de façon constante dans une direction tant qu'elles ne rentrent pas dans des densités cellulaires, et lorsqu'elles rentrent dans des densités cellulaires, elles se mettent à changer de direction, ce que je vous expliquais auparavant. Et lorsqu'on injecte 30 000 de ces particules, on obtient la simulation que je vous ai décrite. Dans cet exposé, je vous ai montré d'un côté comment des approches globales pouvaient étudier la structure écologique microbienne des sols. Je vous ai montré ensuite comment on pouvait développer des modèles de laboratoire pour étudier de façon très fine et mécanistique comment un prédateur bactérien reconnaît et tue ses proies. Il s'agit maintenant de combler un espace entre les études du laboratoire et les études corrélatives du sol et déterminer à quel point les mécanismes identifiés au laboratoire sont transposables dans la biologie des organismes dans les sols. Et ça, c'est un véritable challenge qui est en cours de développement en ce moment et je vais juste conclure en vous donnant quelques approches possibles pour aborder cette question. À travers les compositions des sols déterminées par les approches de métagénomique et les analyses de co-occurrence, on peut donc établir comment une bactérie interagit dans son écosystème avec d'autres organismes. Et on peut donc ensuite au laboratoire essayer de reconstituer ces interactions en milieu synthétique dans des interactions par exemple 1 à 1, 1 à 2, 1 à 3, et essayer d'obtenir des systèmes de plus en plus complexifiés dans des conditions de laboratoire. On peut également introduire des systèmes de plantes et voir effectivement de la même manière in vitro comment ces bactéries coopèrent avec la plante dans des systèmes de laboratoire. On peut également essayer de mimer la structure des sols et par des approches de type microfluidique dans des polymères transparents qui capturent la structure des sols. Et dans ces systèmes, on peut ensuite injecter différents organismes prélevés directement à partir des sols et imager par microscopie leurs interactions, par exemple. Et l'approche finale consiste à développer des serres dans des milieux contrôlés dans lesquels on laisse des écosystèmes microbiens se développer sur le long terme et l'on peut étudier comment ces écosystèmes évoluent au cours du temps et ensuite comparer les données obtenues dans ces dispositifs avec les données qu'on obtient directement à partir de l'environnement. J'espère que cet exposé contribuera à vous donner de nouvelles perspectives à la richesse, à la complexité de ce que vous pouvez trouver dans votre jardin et des enjeux majeurs sur cette biodiversité. Pour plus d'informations ou plus de perspectives, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse que vous voyez apparaître sur votre écran pour discuter, voire même participer à l'effort de recherche que nous déployons actuellement.